Écoutez, je démarre, Oui, François. Je Oui, serai oui, vas-y. d'accord. Mais écoutez, chers amis, bonjour. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis donc Michel Toulouse. Je suis la gouverneure du district 1650 du Rotary International, donc Bretagne-Mayenne. Je suis vraiment ravie de vous accueillir. Bravo pour cet événement parce que c'est vraiment, ça rentre bien dans les axes du Rotary, puisque vous le savez, le Rotary est ancré sur 7 axes stratégiques. Et depuis le 1er juillet 2021, ce 7e axe important, c'est l'environnement. Alors, depuis quelques années, le Rotary International finance déjà des actions autour de ce thème, mais depuis le 1er juillet 2021, c'est devenu un axe stratégique très important. Donc, merci à nos 3 conférenciers de leur disponibilité et sûrement de leur expertise. On va apprendre sûrement beaucoup de choses ce soir. Et puis, je vous souhaite une excellente soirée. Merci Michel pour cette introduction. Moi, je vais juste présenter donc nos 3 experts qui sont Jean-Marc Bonmatin, docteur en chimie et toxicologie, qui travaille sur les pesticides depuis une vingtaine d'années. Il est également vice-président de la Task Force internationale sur les pesticides systémiques et il nous présentera la menace des biocides sur les pollinisateurs et sur les résidus de néonicotinoïdes dans le sol et l'eau. Puis il y a Amélie Bagelet, qui est ingénieure agronome, spécialiste des enjeux autour des pesticides en agriculture. Elle dirige le label Bee Friendly. Ce label vise à lutter contre la disparition des insectes pollinisateurs en formant et en accompagnant les acteurs du monde agricole vers des pratiques respectueuses des abeilles et des pollinisateurs. Enfin, Henri Clément, qui est un apiculteur professionnel dans les Cévennes, ancien directeur de l'Union nationale de l'apiculture française, qui s'est engagé dès 1996 pour faire retirer du marché les pesticides dangereux pour les pollinisateurs. Il est initiateur depuis 2005 du programme L'abeille, sentinelle de l'environnement. Henri commencera par une brève introduction afin de rappeler quelques fondamentaux avant d'aborder pesticides et abeilles. Puis Jean-Marc Bonmatin prendra la parole, suivi de nouveau par Henri et par Amélie. Il y a un chat qui est à votre disposition si vous souhaitez poser des questions que nous soumettrons à la fin de l'intervention de nos 3 experts. Et en fonction de la question, donc l'un ou l'autre, ou l'une ou l'autre, pardon, répondra à ces questions. Je vous remercie. Et donc, alors, pour les auditeurs, veuillez maintenant couper vos micros et vos caméras de façon à ce que le flux soit plus facile. Et donc, je remercie aussi Pierre Jouadet, qui est notre webmaster et qui va gérer donc toute cette animation. Voilà, merci à vous et on se retrouve donc tout à l'heure pour les questions-réponses. Donc, je commence. Vous m'entendez? Oui, Henri, on entend très bien. Bon, moi, je voulais juste vous faire une petite présentation assez rapide de l'abeille et de la situation de nos abeilles avant de rentrer dans le sujet des pesticides avec Jean-Marc. Bon matin. Donc, l'abeille, c'est un insecte d'un dixième de gramme qui existe sur Terre depuis 80 millions d'années. Elle était là bien avant l'être humain. Hein. Elle a survécu à tous les bouleversements climatiques. C'est un insecte extrêmement résistant. Diapo d'après, l'abeille l'abeille se nourrit exclusivement de matière végétale, de pollen, et en visitant les fleurs, elle les pollinise. Et diapo d'après, le nectar, cette substance sucrée qui est produite par les nectaires, par les fleurs, pour attirer les insectes pollinisateurs afin d'être visités et fécondés. C'est donc une synergie extrêmement féconde entre les abeilles d'un côté et les plantes à fleurs de l'autre, qui a permis d'ailleurs l'émergence de la riche biodiversité qui nous entoure. Diapo d'après.
Les abeilles, comme chacun le sait, à partir de ces produits, de ces substances végétales, pollen et nectar et éventuellement miel, produisent des substances qui sont consommables par l'homme. D'ailleurs, c'est le seul insecte qui produit ce type d'aliments, c'est-à-dire le miel, le pollen, la gelée royale, la propolis, la cire. Ce sont des produits fabuleux qui font l'objet de recherches d'ailleurs dans le monde entier parce qu'ils sont bénéfiques pour le bien-être et pour la santé, et on ignore encore beaucoup de leur qualité. Mais diapo d'après, au-delà de ces produits, c'est surtout la pollinisation qui est le vecteur fort des abeilles. Et d'ailleurs, les pouvoirs publics, que ce soit la communauté européenne ou le gouvernement américain, ce n'est pas le miel et les pollinis de la ruche, c'est la pollinisation qui les intéresse. Et pourquoi? Parce que la pollinisation, c'est 35% de nos ressources alimentaires sur la planète, c'est 65% de notre diversité alimentaire, c'est estimé par les scientifiques à 153 milliards d'euros sur la planète, c'est colossal et on voit de plus en plus des cultures par manque d'abeilles qui voient leur rendement baisser. Ça a été le cas, par exemple, des amandes en Californie, et c'est un vrai souci pour les producteurs agricoles, cette réduction du nombre de pollinisateurs. On continue. Mais la situation de l'apiculture et des abeilles est quand même extrêmement inquiétante, c'est-à-dire qu'on est passé, par exemple, d'un taux de mortalité qui était de l'ordre de 5% dans les années 93-95 à 30% en moyenne depuis plusieurs années, depuis les années 2004, 2005, 2010 et jusqu'à aujourd'hui. Le taux de mortalité reconnu par la Commission européenne, c'est 30% en France. Ça veut dire qu'un apiculteur perd un tiers de ses ruches chaque année. Parallèlement, diapo d'après, la production de miel a fortement décliné. Voilà, c'est-à-dire qu'on est passé de 32 000 tonnes, 33 000 tonnes jusque dans les années 95 à moins de 10 000 tonnes en 2014 et en 2021 en raison des problèmes rencontrés par les abeilles. Le nombre de ruches reste à peu près le même. De plus en plus de gens se mettent à l'apiculture. Les importations de miel sont colossales, elles sont passées de 6 à 7 000 tonnes. Et en 2020, on a importé 34 000 tonnes de miel du monde entier. On continue, et j'aurai bientôt fini là-dessus. Pourquoi cette situation aussi catastrophique? Ben, la première des causes, ce sont les pesticides, en particulier les néonicotinoïdes, mais pas uniquement les néonicotinoïdes. Donc, Jean-Marc va vous en parler. C'est la première des causes. Il y a plusieurs causes, mais il ne faut pas dire que c'est multifactoriel. Non, il y a plusieurs causes, mais il y a une hiérarchie dans les causes. Et la première des causes, ce sont les pesticides. D'autres causes derrière, diapo d'après. Il y a bien sûr l'évolution du monde agricole avec la monoculture, qui est la suppression des arbres, etc., qui sont défavorables aux abeilles et aux pollinisateurs sauvages. On continue. Il y a également des acariens, par exemple, comme le varroa, qui ont un effet extrêmement grave sur l'économie d'abeilles. Ils sont arrivés dans les années 80, mais ça a vraiment des gros dégâts. On continue aussi. Ensuite, vous avez un nouveau prédateur qui est arrivé dans les années 2004, qui est le frelon asiatique, qui, selon les scientifiques, il y aurait une ou deux femelles fécondées qui seraient arrivées du côté d'Agen. Mais aujourd'hui, le frelon asiatique a colonisé toute la France. Il est passé en Espagne, en Italie, en Allemagne, en Angleterre, et il finira par coloniser toute l'Europe. Et c'est un vrai prédateur d'abeilles et d'insectes pollinisateurs. On continue. Mais comme si cela ne suffisait pas, parce qu'entre les pesticides, l'évolution du monde agricole, le varroa, le frelon asiatique, il y a le bouleversement climatique qui s'ajoute et qui est vraiment un défi extrêmement difficile à relever pour les apiculteurs. Donc, dernière diapo, voyez cette carte qui est faite par l'INRAE, hein, les différents climats en 2000, en 2100, c'est un bouleversement complet. Il y a des plantes qui vont disparaître, il y a des arbres qui vont disparaître, et on ne peut qu'être déçu par le manque de prise en considération des pouvoirs publics pour lutter contre le bouleversement climatique. Voilà, on continue. Voilà, donc c'était juste une présentation rapide, mais je pense qu'il fallait la faire, et je donne la parole à notre ami Jean-Marc. Bon matin.
Oui, j'espère que vous me voyez. Bonjour à tous. Merci aux organisateurs de cette soirée pour cette invitation qui m'honore. Alors, je vais prendre le défi de vous parler de pesticides. Mais parler de pesticides, c'est parler d'herbicides, de fongicides et d'insecticides. Et j'ai choisi ici le cas le plus argumenté que nous ayons, nous les scientifiques, qui est celui des insecticides néonicotinoïdes. Alors, vous avez sur la photo une abeille en train de butiner. On voit même sa récolte de pollen accrochée à sa patte. Et puis, dessous, vous avez une molécule cachée dans les fleurs, en fait, qui est l'imidaclopride. C'est l'archétype, le représentant le plus connu des néonicotinoïdes. Alors, ce que je veux vous montrer aujourd'hui, très succinctement, c'est que ce qui a été découvert pour les néonicotinoïdes et qui concerne les abeilles, on a tiré le fil, si vous voulez, et c'est pour ça que dans l'intitulé, j'ai mis des pollinisateurs aux humains, parce que vous allez voir que cette histoire va bien plus loin qu'une histoire simplement d'abeilles. Alors, diapo suivante. Alors, d'abord, je rappellerai un constat qui a été fait déjà dès 2016, c'est-à-dire qu'il y a plus de 5-6 ans, où la communauté internationale, à travers la plateforme intergouvernementale pour la biodiversité, cite pour la première fois l'utilisation des pesticides. Alors, je suis désolé, petite parenthèse, c'est en anglais parce que je montre toujours les sources originales, mais je traduis en français l'information essentielle. Donc, cite pour la première fois que les pesticides ont un impact sur les pollinisateurs. Et ce qu'il faut remarquer, c'est ce qu'il y a sur les flèches rouges. Déjà, on a 16,5% des pollinisateurs vertébrés, c'est par exemple les chauves-souris, c'est certains petits oiseaux, qui sont menacés d'extinction. Mais surtout, 40% des pollinisateurs invertébrés, et particulièrement les abeilles en général et les papillons, sont face à l'extinction. Là, on est en 2016 et la situation ne s'est pas améliorée depuis. Et puis, comme beaucoup de recherches ont été faites sur les néonicotinoïdes, cette classe particulière, petite en nombre de molécules, mais grande en impact commercial, puisque c'est à peu près un tiers du marché mondial, cette classe particulière est citée comme étant une menace particulière pour les pollinisateurs. Et donc, on pourrait s'attendre à ça, c'est que cette plateforme intergouvernementale demande à ce qu'on réduise l'usage des pesticides. Donc, c'est par exemple en France les fameux plans éco-phyto qui sont des échecs notoires, puisque la quantité de pesticides utilisés n'a cessé d'augmenter. Diapo suivante. Diapo suivante, merci. Alors, je vais vous parler un petit peu, qu'est-ce que c'est ces insecticides néonicotinoïdes? Voilà. Alors, les néonicotinoïdes, c'est donc, par exemple, l'imidaclopride, l'archétype, vous avez les molécules en haut à droite, sont commercialisées sous plein de noms, finalement. On connaît bien le gaucho pour les céréales, le confitor pour les arbres fruitiers, les plumice pour le traitement des charpentes contre les termites, et puis même Advantage, qui est un traitement pour les animaux domestiques, c'est le fameux insecticide qu'on met en spot-on derrière le cou du chat ou du chien pour le débarrasser des puces et des tiques. Comment ça agit, ce truc-là? En fait, ça agit sur le système nerveux central. Alors, sans rentrer dans les détails, ça intervient à la place de l'acétylcholine pour exciter le système neuronal, de sorte que tous les muscles vont se contracter. Et par exemple, l'insecte ravageur qui est exposé donc à ce pesticide, soit par ingestion, soit par contact, va mourir d'une espèce de crampe généralisée en quelques secondes ou quelques minutes selon la taille de l'insecte. Mais ce qui est valable pour les insectes ravageurs va l'être aussi pour les insectes utiles comme les abeilles. Diapo suivante. Alors en fait, c'était une révolution parce que ces insecticides systémiques sont tellement toxiques et tellement puissants qu'on a pu les utiliser en enrobage de semences, en plus d'une utilisation translaminaire, c'est-à-dire les sprays qu'on voit derrière les tracteurs. Alors l'enrobage de semences, c'est un petit peu comme le chocolat qui enrobe une cacahuète pour les M&M's. Eh bien, vous avez le pesticide en bas à gauche, en rouge, qui enrobe une semence. Cette semence le pesticide va diffuser dans l'eau du sol et va être capté par le système racinaire, de sorte que toute la plante sera protégée. Il faut comprendre que si la plante est protégée pendant toute sa durée de vie jusqu'à la récolte, ça veut dire qu'elle est contaminée par les pesticides à l'intérieur même. Et donc, à l'intérieur même de la plante, on va retrouver des pesticides en permanence, que ce soit dans les parties du sol, c'est-à-dire les racines, le système racinaire, ou dans les parties aériennes, les feuilles, les tiges, les fleurs et même les fruits. Diapo suivante. Alors, l'avantage du traitement de semences, c'est qu'on utilise moins un hectare. L'inconvénient, diapo suivante,
c'est qu'il y avait des hypothèses qui avaient été faites de non-toxicité et de non-présence finalement pour les pollinisateurs. Alors d'abord, la toxicité, eh bien, on se rend compte sur ce tableau un peu compliqué. On va comparer juste deux lignes, la ligne DDT avec la ligne imidaclopride. Et on va donc suivre les flèches bleues. Si on compare la toxicité de l'imidaclopride avec celle du DDT, on se rend compte que sur la base de la dose qui tue 50% des individus abeilles, cette toxicité, elle est à peu près 7000 fois plus importante. Or, les doses qui sont utilisées à l'hectare sont à peu près 5 à 6 fois inférieures. Donc, 5 fois moins d'un produit qui est 7000 fois plus toxique. Et vous voyez que finalement, ça a semblé être une bonne affaire pour l'environnement, mais ça n'a pas été du tout une bonne affaire pour les abeilles. Alors, diapo suivante. Eh bien, maintenant, si on regarde la toxicité de cette molécule, l'imidaclopride, sur les abeilles, on se rend compte que lors des tests d'homologation, ce qui était regardé, c'était les effets à 24 heures ou 48 heures. Autrement dit, sur ce graphe, où vous avez le temps sur l'échelle horizontale et la mortalité sur l'échelle verticale, si on regarde uniquement les choses à 24 heures ou 48 heures, ce sont les points les plus bas, il n'y a pas de mortalité. Par contre, si on continue l'exposition de ces abeilles, si on continue d'ingérer du nectar contaminé à des très faibles quantités avec de l'imidaclopride, on se rend compte que la mortalité commence au bout justement de 2 jours, ce qui n'était pas regardé par les autorités, et finit par arriver à peu près à 50% avec la dose la plus faible utilisée. On continue. Diapo suivante. Donc, je vais vous faire très rapide. La conclusion des scientifiques a été déjà publiée en 2015. En fait, les abeilles et tous les pollinisateurs en général, les invertébrés pollinisateurs, sont soumis à un certain nombre de stress qui sont éminemment délétères pour eux. Et parmi ces stress, on retrouve des causes principalement créées par l'homme. Alors, ça peut être, comme l'a dit Henri Clément, la limitation des ressources. Lorsque vous avez un champ de blé, par exemple, il n'y a pas de fleurs pour les abeilles, mais ça peut être aussi des parasites et des pathogènes qui ont toujours existé et qui peuvent affecter la santé de l'abeille. Mais surtout, ce qu'on voit sur ce graphique, c'est qu'on a les néonicotinoïdes, qui sont les insecticides, les péritrénoïdes, qui sont une autre famille d'insecticides extrêmement délétères pour les abeilles, et tout ça de concert avec des fongicides, que vous avez en bas à gauche, pardon, et chacun de ces facteurs, par les flèches bleues, augmente l'effet des autres facteurs. C'est un effet de synergie. C'est-à-dire, en présence de fongicides, les néonicotinoïdes sont plus toxiques, et ces néonicotinoïdes, lorsqu'ils sont là, favorisent les parasites et les pathogènes naturels. Donc, vous voyez tout un enchevêtrement de causes qui sont essentiellement créées par l'homme et qui font que la santé des abeilles est très affectée, et notamment par les pesticides. Diapo suivante. Alors, lors des homologations, je voulais vous en parler, là aussi, avait été vérifié qu'il n'y avait pas d'effet indésirable sur la biodiversité. Donc, diapo suivante. Les recherches ont montré, et ça c'est une synthèse, parce qu'il y a des dizaines d'articles scientifiques qui en attestent, les recherches ont montré que la situation qui était valable pour les abeilles était valable en général pour les pollinisateurs. Alors, le schéma est un petit peu compliqué, mais regardez juste les titres. Et donc, pour les invertébrés terrestres, mais les invertébrés, donc les insectes volants, mais également pour tous les invertébrés terrestres. Par exemple, c'est le cas des vers de terre. Et puis, quand on regarde toute la littérature des milliers d'articles qui ont été publiés sur ce sujet, on se rend compte que la situation est exactement la même pour les invertébrés aquatiques. Mais là, pas d'apiculteurs pour sonner l'alerte. D'ailleurs, je salue le travail des apiculteurs qui, les premiers, ont montré qu'il y avait quelque chose à faire et qui ont mobilisé le monde scientifique sur ces sujets. Donc, la situation des invertébrés aquatiques est exactement identique à celle des invertébrés terrestres, donc celle des abeilles. Donc, elle est catastrophique. Et ce que montrent les articles scientifiques et la science qui a été développée, c'est que vous avez des effets en cascade qui interviennent. Je vais en parler un petit peu tout à l'heure, mais vous imaginez bien que s'il y a des insectes qui disparaissent, tous les prédateurs des insectes vont être affectés au sens de leur développement et de leur multiplicité. Donc, vous voyez que les principaux taxons qui sont touchés, ce sont les insectes en général, qu'ils soient aquatiques, terrestres ou pollinisateurs, et les invertébrés aquatiques. Et puis, les poissons, les oiseaux, et puis aussi, on va en parler tout à l'heure un petit peu, les mammifères. Diapo suivante. Donc,
puisqu'on veut parler de mammifères, allons directement voir les mammifères qui nous intéressent le plus et sur lesquels on a des données. Suivante. Alors, la première chose à regarder, c'est sommes-nous exposés? Donc là, il y a un article récent auquel j'ai participé qui, je vais vous lire dans le résumé, hein, c'est l'information importante. Hein. Dans tous les pays, les pesticides présents dans les aliments prétendument sains, c'est-à-dire ceux qui sont mis sur le marché, hein, parce qu'ils sont légalement autorisés avec des doses légales de pesticides, on retrouve ces pesticides, donc des néonicotinoïdes, dans jusqu'à 97% des produits alimentaires qui sont commercialisés. Et ce qui est plus inquiétant, c'est que jusqu'à 42% de ces aliments commercialisés contiennent des quantités de pesticides qui présentent des risques pour notre propre santé, la santé des consommateurs, puisqu'ils dépassent les limites maximum de résidus autorisés. Diapo suivante. Donc, on peut en conclure que nous sommes exposés. Alors, je suis obligé d'être très succinct dans ma présentation parce que le temps est limité, mais je vous ai fait un peu l'historique des découvertes sur la santé publique par rapport à ces néonicotinoïdes. Donc, perturbateurs endocriniens potentiels dès 2007, génotoxiques, cytotoxiques, liés aux maladies du spectre autistique, ça on découvre ça en 2012, on voit les aspects cancérigènes dès 2013, ils affectent le neurodéveloppement chez l'animal, donc chez le rat, on s'en rend compte dès 2013 aussi, des problèmes hépatiques, thyroïdes, testicules, tout ça c'est le côté cancer. On observe des empoisonnements, notamment au Japon, où les quantités de néonicotinoïdes utilisées et permises donc, sont importantes. On se rend compte qu'ils créent des malformations cardiaques chez le nouveau-né, qu'ils ont des effets sur l'appareil reproducteur, notamment chez des mammifères qui sont de grande taille, à peu près à notre échelle, qui sont les biches et les daims. Et puis, dernièrement, on se rend compte qu'ils sont présents dans la première urine des bébés à la naissance, et qu'il y a un lien de corrélation avec le neurodéveloppement et le développement en général, puisque ce sont des bébés qui sont à terme, mais de très faible poids. Et puis, vraiment, tout dernièrement, j'ai participé à une étude qui montre qu'il y a une très forte corrélation entre certaines maladies rénales chroniques dites d'origine inconnue et la présence de néonicotinoïdes. Donc, vous voyez quand même toute une liste de maladies extrêmement graves qui sont liées à l'utilisation de ces pesticides, avec des corrélations très fortes et qui font qu'au niveau de la santé publique se posent de graves problèmes. La diapo suivante. Donc, je vais conclure très rapidement parce que le temps passe vite. Hein. En fait, ce que je veux que vous reteniez, c'est que la biodiversité, les abeilles, bien sûr, mais toute la biodiversité en général, c'est la vie sur la planète. Les pollinisateurs, plus particulièrement avec les abeilles au premier chef, puisque ce sont des pollinisateurs j'allais dire, presque universel. Ils pollinisent à peu près tout, hein, les abeilles pollinisent à peu près tout. C'est notre nourriture. Les néonicotinoïdes, faites-moi confiance, que ce soit du point de vue de l'exposition et de la toxicité, pour les abeilles, c'est ce qu'il y a de pire. C'est pareil pour la biodiversité, parce que les abeilles, c'est la partie visible de l'iceberg, mais la biodiversité, vous le savez, elle s'effondre en ce moment. Et puis, on se rend compte qu'au niveau de l'exposition à la toxicité, c'est valable aussi pour des vertébrés, notamment des mammifères et l'homme. Alors après, on pourrait parler de la loi, hein, comment les autorités ont réagi. En France, par exemple, les néonicotinoïdes ont été interdits sur une volonté parlementaire, et non pas sur une volonté des agences de régulation qui autorisent ou qui interdisent, sur une volonté parlementaire en 2016, avec un temps d'adaptation qui était de 2 ans. Et donc, à partir de 2018, on n'aurait pas dû trouver du tout de néonicotinoïdes sur le territoire français. Mais certains le savent peut-être, il y a l'histoire de la betterave sucrière, où le lobby de la betterave, pour des raisons essentiellement économiques, a demandé des dérogations qui ont été données d'ailleurs en France et dans plein de pays européens, et de sorte de pouvoir utiliser ces néonicotinoïdes, et notamment les plus toxiques, sur à peu près 450 000 hectares de betteraves sucrières en France. Donc, si vous voulez, il y a quand même un certain nombre d'interdictions qui ont été prononcées, mais des dérogations, et on peut se poser la question de savoir si elles sont légitimes ou pas. D'une manière plus générale, je voudrais aussi conclure, j'ai pris l'exemple des néonicotinoïdes parce que je l'ai dit, c'est un exemple parmi les plus argumentés, mais quand on prend d'autres familles de pesticides, et on va chercher cette fois chez les herbicides avec le glyphosate, ou chez les fongicides avec les inhibiteurs de la succinate déshydrogénase, c'est imprononçable comme truc, mais enfin, on ne va pas les appeler les SDHI, eh bien, on retrouve les mêmes problèmes.
C'est-à-dire que des évaluations au départ qui ont montré que bon, bah, tout devrait aller à peu près bien, bon, ces évaluations, elles sont faites par les requérants, c'est-à-dire par les compagnies qui veulent mettre sur le marché. Et donc, évidemment, ils ne présentent pas un dossier qui leur est défavorable. Et puis, petit à petit, on se rend compte que bah, finalement, ça ne va pas si bien que ça. Donc, je vous engage à une réflexion sur les pesticides en général, sur la façon dont on les régule, c'est-à-dire on les autorise ou on les interdit, quels sont les enjeux, notamment commerciaux, qui poussent à leur utilisation. Et est-ce qu'il n'est pas à temps, peut-être, vu ce que je vous ai montré sur l'exemple des néonicotinoïdes, mais que je pourrais vous montrer sur d'autres pesticides, de repenser un peu le système agricole, parce qu'en fait, dans cette affaire, les bénéfices sont privés. Par contre, les risques, eux, sont publics. Il s'agit de la biodiversité qui a une valeur inestimable ou de notre santé qui est tout à fait aussi inestimable. Voilà. Donc, diapo suivante. Je voudrais quand même remercier le groupement mondial de chercheurs indépendants et volontaires qui a travaillé avec moi pour tous ces sujets-là. L'Europe qui a en partie financé ces études, évidemment le ministère français de la Recherche, le CNRS qui paye mon salaire et mon laboratoire, le CBM, dans lequel j'essaie d'être le plus actif possible. Et puis, sachez bien que c'est moi qui vous présente ça, mais j'ai beaucoup de collaborateurs en France et dans le monde, et je voulais les remercier au même titre que je vous remercie de votre attention. Je crois que la démonstration scientifique de la toxicité de ces molécules est faite, est largement faite. Et donc, nous, diapo suivante, on s'est retrouvés en 1996. Moi, j'étais jeune président, 36 ans, dans une région en plus où il n'y a pas du tout de tournesol et de produits phytosanitaires, puisque je suis au cœur du parc national des Cévennes. Mais malgré tout, j'ai été confronté avec les autres apiculteurs à ce problème-là, de forte mortalité, de forte baisse de production. On a bien sûr fait le tour des causes possibles. Et ce n'était pas un problème d'abeilles, ce n'était pas un problème de concurrence, ce n'était pas un problème de variété. On est arrivé à la conclusion que c'était l'arrivée des néonicotinoïdes qui était la cause de tous nos maux. Et on a interrogé la société Bayer, puisque c'était le fameux gaucho sur tournesol, qui nous a dit qu'il n'y avait pas de problème, puisque les abeilles n'y avaient pas accès. Donc, on a travaillé avec les scientifiques, l'INRAE, le CNRS, le docteur Bonmatin, avec l'INRAE, M. Luc Belzens, Marc Collin, etc. Et les scientifiques ont démontré que les observations des apiculteurs étaient tout à fait fondées et qu'en des doses minimales, infinitésimales, étaient responsables des mortalités d'abeilles. Donc, on s'est mobilisé, on a fait des manifestations, on a sensibilisé les élus et nos concitoyens. Et comme on n'arrivait pas à obtenir gain de cause, on a mis en place des actions juridiques, puisque quand on n'arrive pas à être entendu, le juridique, c'est quand même une voie qui est l'apanage des démocraties. Donc, on a mis en place une action juridique de très forte ampleur avec notre avocat Maître Faux, qui est un excellent avocat reconnu sur la place de Paris. Diapo suivante. La première victoire des apiculteurs, ça a été en janvier 99, la suspension du gaucho tournesol. C'était une première au niveau mondial. C'était la première fois qu'on retirait un produit phytosanitaire qui avait bénéficié d'une autorisation de mise sur le marché. Tous les fabricants de produits phytosanitaires au monde, y compris américains, ont attaqué cette décision devant le Conseil d'État. Et si le ministère de l'Agriculture n'a pas véritablement défendu sa position, puisqu'il l'avait fait peut-être en tout cas pas de gaieté de cœur, en tout cas la décision, grâce au travail de notre avocat, a été efficace, puisque la décision de suspendre le gaucho tournesol en 1999 a été validée par le Conseil d'État. En 2001, les apiculteurs ont subi des attaques personnelles de la part de Bayer. Moi-même, jeune président, j'ai été traîné au tribunal de Mende à titre privé et non pas en tant que président de l'UNAF. Ça a été le cas aussi de Maurice Marie, mon vice-président, très connu du domaine apicole de Chezelle, une des plus belles exploitations d'Europe, et également de Yves Védrenne, qui était le président de l'ordre syndical, le syndicat national d'apiculture. Nous avons gagné les uns et les autres, ils n'ont pas fait appel,
Et comme on avait différentes actions, on a pu voir sur les saisies qui avaient été faites par le tribunal de Paris que le PDG trouvait que c'était une réaction stupide de Bayer d'attaquer les apiculteurs à titre privé. En 2001-2002, le ministère de l'Agriculture était très embêté par cette question qui prenait une grande ampleur au niveau médiatique et donc a mis en place un comité scientifique et technique où les apiculteurs n'ont pas participé, ni les Bayer d'ailleurs, mais tous les scientifiques, les toxicologues, les écologues, les biochimistes, etc., y ont participé et ont conclu qu'effectivement, les observations des apiculteurs étaient corroborées par les études scientifiques. Et donc, à partir de 2001-2002, la preuve était faite de la toxicité du gaucho et de l'imidaclopride, la substance active du gaucho. 2003-2004, suspension du gaucho, excusez-moi, je fais une erreur, c'est pas tournesol, c'est maïs, après 2 ans de combat en Conseil d'État. Pourquoi? Parce que le tournesol, c'était pas très important, mais le maïs, c'est une culture extrêmement forte avec un lobby extrêmement fort. D'ailleurs, le ministre de l'Agriculture, c'était Glavany, qui était dans une région du maïs. Et donc, on a été obligé de gagner 2 fois en Conseil d'État pour arriver à le faire retirer. 2004, retrait du régent suite à une action juridique très forte également, parce que, comme l'a dit Jean-Marc Bonmatin, effectivement, les molécules se retrouvent au niveau des fleurs, dans le pollen, dans le nectar, mais également lors des semis par temps sec, il y a une grande partie des molécules qui enrobent les graines qui partent dans l'atmosphère et qui peuvent se retrouver parfois 5, 10, 15 km autour. On a eu le cas, par exemple, d'une intoxication très forte sur la vallée du Rhin, où les abeilles sont mortes, mais également tout le petit gibier à plumes qui avait été mis en place par les chasseurs et qui a disparu à ce moment-là. Diapo suivante. 2005-2008, calme relatif, la situation s'améliore, le gaucho n'est plus utilisé sur maïs et tournesol, les apiculteurs retrouvent des colonies d'abeilles petit à petit qui ont un comportement normal, les pertes commencent à baisser, et puis 2008, autorisation du Pfizer, c'est un néonicotinoïde sur colza, pour 2 mois, et c'est là où le Conseil d'État s'est fortement énervé là-dessus, parce que chaque année, le ministère de l'Agriculture l'autorisait pour 1 ou 2 mois, et ça a perduré jusqu'en 2011. Et donc, en 2012, on a fini par avoir la suspension de l'AMM Pfizer sur colza. Parallèlement, il faut bien comprendre que le problème des pesticides, c'est aussi et avant tout un problème d'évaluation et d'homologation. Et le gaucho a été autorisé au début des années 90. En 2013, plus de 20 ans après, l'Agence européenne a reconnu le manque de rigueur des procédures d'homologation et a demandé à la Commission européenne, compte tenu des études scientifiques qui avaient été faites par les uns et par les autres, notamment par le CNRS, qu'il fallait les suspendre compte tenu de leur dangerosité sur les insectes. Ça a été fait en 2013 par la Commission européenne sur maïs, sur tournesol, sur coton et sur colza. On continue. 2016-2017, il y a eu un très grand débat en France qui a été extrêmement difficile, qui a été le vote de la loi biodiversité. Et la ministre de l'Environnement, qui était Ségolène Royal, a réussi à emporter le morceau, il faut le lui reconnaître, contre le ministre de l'Agriculture, Stéphane Le Foll, qui était beaucoup plus réservé et qui ne voulait pas interdire les néonicotinoïdes. Donc cette loi a gravé l'interdiction des néonicotinoïdes, qui a été confortée par la loi Egalim en 2018, qui a confirmé cette interdiction et qui l'a élargie aux autres molécules ayant le même moyen d'action. C'est extrêmement important. Avril 2018, interdiction des 3 principaux néonicotinoïdes en plein champ au niveau européen. Ça aussi, c'est une grande avancée, c'est-à-dire qu'ils ont tellement reconnu la toxicité de ces molécules qu'ils ne les autorisent plus en plein champ, c'est uniquement réservé sous serre. 2021, autorisation par le ministre de l'Agriculture des néoniques sur betteraves, reconduction en 2022. C'est un autre grand de colère, et, parce que c'est en fait, c'était le pied dans la porte, parce que les agriculteurs, notamment de maïs et de blé, voulaient réautoriser les néoniques, malgré l'impact sur les abeilles et sur la biodiversité, sur les sols, tout ce qu'a dit Jean-Marc. On a quand même réussi à bloquer que ça n'aille pas au-delà de la betterave et on est en train de faire des recours devant le Conseil d'État là aussi, c'est en cours.
En 2022, très important, la Cour de justice de l'Union européenne donne raison définitivement à la Commission et à l'UNAF, qui a été le seul syndicat qui s'est porté aux côtés de la Commission, comme d'ailleurs le Royaume de Suède, mais pas la France, qui n'a pas soutenu la Commission. Sur le moratoire de 2013, vous voyez la longueur des débats juridiques. Je vous dis que c'est un procès qui nous a coûté plus de 60 000 euros. Juillet 2022, le Conseil d'État confirme l'interdiction des néonicotinoïdes, aussi très très important, parce que les maïsiculteurs, les céréaliers, les firmes voulaient revenir sur l'interdiction de 2018. On a continué à gagner et on continue, j'aurai bientôt terminé. 7 janvier 2022, annulation de l'AMM du Closer et Transform à base de sulfosaphore, un néonicotinoïde du côté des États-Unis, mais qui est présenté par la firme non néonicotinoïde en France, par la Cour administrative de Marseille. Ce qui est important toujours au niveau des homologations, c'est que compte tenu des faiblesses de l'homologation observées par l'EFSA, l'agence européenne, celle-ci a proposé en 2018 des homologations plus rigoureuses de façon à éviter les problèmes qu'on a connus sur les néonicotinoïdes, tant pour les agriculteurs que pour les apiculteurs, que pour la biodiversité, que pour les agriculteurs. Mais le problème, c'est que ces nouvelles procédures n'ont finalement jamais été adoptées par les États. Et l'an dernier, ou il y a quelques mois, la Commission a redemandé à l'EFSA de refaire des propositions. C'est dommage que ces procédures proposées, qui étaient beaucoup plus rigoureuses, n'aient pas été acceptées. En conclusion, et j'en aurai bientôt fini, les apiculteurs sont des observateurs privilégiés de la nature et en l'occurrence, ils ont joué le rôle de lanceurs d'alerte. On n'était pas nombreux au départ, on n'était qu'en France, parce que c'est en France que ces produits ont été particulièrement autorisés et utilisés au départ. Et en fait, toute l'Europe a été touchée, l'Amérique du Nord, les pays d'Amérique du Sud, les pays de l'Europe de l'Est. J'ai fait des conférences en Hongrie, en Bulgarie, etc., où tout le monde était touché par ces nouveaux néonicotinoïdes. Donc, l'impact des néonicotinoïdes ne se nuit pas aux abeilles. Et devant l'échec des plans éco-phyto successifs depuis 2007, le combat contre les pesticides continue. Il est très important de quitter l'agrochimie pour retrouver les voies de l'agronomie. Le coût du seul combat juridique pour l'UNAF, c'est près de 2 millions d'euros en 20 ans. Je remercie pour les apiculteurs et tous les gens qui nous ont aidés. Je remercie les scientifiques qui apportaient les preuves, comme Jean-Marc, les médias qui ont relayé le combat des apiculteurs, les élus qui nous ont soutenus, parce que sans ça, l'apiculture aurait quasiment disparu dans notre pays. Voilà. Merci de m'avoir écouté. Et donc, c'est à moi de prendre la suite pour cette présentation, même si j'avoue que les constats de Jean-Marc et d'Henri, ça pèse lourd sur la situation actuelle et l'impact des phytos. Alors, j'en profite juste pour mentionner que la petite image qu'on voit, ça n'est pas une abeille, mais c'est une mouche. Alors, ça permet comme ça d'introduire le sujet des pollinisateurs dans leur ensemble, des abeilles sauvages et de l'abeille domestique. Un de nos gros travaux à nous, et je vais vous l'expliquer en détail, c'est aussi de faire un petit peu de partage de connaissances, de montée en compétence des agriculteurs sur les pollinisateurs, parce qu'on ne peut protéger que ce qu'on connaît bien. Et donc, la première des choses, c'est mieux connaître les abeilles. En général, on pense assez facilement à l'abeille domestique et à la production de miel. Mais il faut savoir que l'abeille domestique, c'est une espèce parmi plus de 900 en France. Donc, il faut imaginer toutes les autres espèces d'abeilles qui ressemblent à des grandes abeilles qui peuvent faire jusqu'à 2 cm ou à des toutes petites qui ressemblent à des fourmis volantes. Enfin, il y a une diversité d'abeilles sauvages vraiment très étonnante et surtout très utile parce que c'est bien la diversité des pollinisateurs qui fait la diversité des fleurs et des cultures qu'on va pouvoir avoir dans les champs et utiliser pour notre alimentation, notre habillement, notre habitat, etc. Je voulais juste aussi en introduction quand même profiter de la journée. Le 11 mai, c'est la journée mondiale des espèces menacées d'extinction. Il faut savoir que l'abeille est une espèce menacée d'extinction. Alors pas pour l'abeille domestique grâce au travail des apiculteurs qui sont là pour maintenir les cheptels, maintenir cette espèce-là en vie et dynamique, mais pour les espèces sauvages qui, elles, ne produisent pas de miel et donc n'ont pas les bons soins des apiculteurs comme les abeilles domestiques, on estime à peu près, ou l'UICN
estime qu'environ une espèce sur 10 serait menacée d'extinction en France et en Europe. Donc, ça veut dire derrière que potentiellement, sachant qu'il y a des spécialisations, on peut faire le pendant avec des espèces végétales, toutes celles qui sont pollinisées que par ces abeilles-là. Qu'est-ce qui se passe derrière? Et puis pour la pollinisation d'une manière générale. Voilà, c'était mon introduction. Et donc, du coup, pour situer, moi, mon propos par rapport à ce qui vous a déjà été présenté par Henri et Jean-Marc, en fait, donc là, vous avez eu un peu un avant-goût de ce qui se passe dans la sphère scientifique avec le travail des apiculteurs et sur les grands combats juridiques que mène l'UNAF. Nous, Befriendly, on travaille plus sur la partie des agriculteurs. On a beaucoup parlé des pesticides jusqu'ici. Notre constat de base qui a amené à créer Befriendly, c'était de se dire, le problème, il vient de l'agriculture, c'est ce qu'Henri disait en introduction, hein, les pesticides en premier lieu, et quand on regarde le deuxième facteur de cause, c'est les pratiques intensives avec la diminution de la biodiversité cultivée, l'arrachage des haies, la spécialisation de l'agriculture. Donc, c'est bien à ce niveau-là que les choses se jouent. Et donc, si les mauvaises pratiques sont là, ça veut dire que demain aussi, les solutions, elles sont là, ou demain, dès aujourd'hui, idéalement, les solutions sont là. Et c'est là qu'on peut travailler pour essayer d'améliorer les choses. Je pense que pour situer très synthétiquement sur ces 3 interventions, on essaye, nous, d'être le côté porteur de solutions vis-à-vis du monde agricole. Et c'est ce que je vais vous détailler. Je veux bien la diapo juste après, s'il vous plaît. C'est ce qu'on fait, nous, Befriendly. Donc, Befriendly, c'est une association qui réunit des apiculteurs et des ONG de protection de l'environnement et qui a créé un label qui est à destination des agriculteurs. Donc, je pense que vous voyez un petit peu comment on se situe parmi tous ces acteurs-là. Donc, le constat, il est le déclin de tous les pollinisateurs, hein, même si c'est des apiculteurs, dont d'ailleurs le syndicat UNAF, qui sont à l'initiative de Befriendly, donc avec la vision abeilles domestiques. C'est bien la protection de tous les pollinisateurs et en fait la protection de l'écosystème des pollinisateurs qui est visé. Et donc, les principaux problèmes sont les pesticides, l'absence de ressources alimentaires pour les abeilles et d'habitat, et le manque de connaissances, notamment le manque de connaissances des agriculteurs. Donc, Befriendly a été créé, le label Befriendly à destination des agriculteurs a été créé en effet miroir de ça, en se disant, il faut qu'on travaille avec les agriculteurs sur les pesticides, sur les ressources alimentaires, et il faut leur redonner de l'information sur qui sont les pollinisateurs, de quoi ils ont besoin, où est-ce qu'ils sont, comment ils sont bénéfiques aussi pour les productions. Donc, ce qu'on fait, nous, grâce à ce label-là, c'est l'amélioration, si on se positionne du point de vue des consommateurs, c'est l'amélioration garantie des pratiques agricoles, qui sont des pratiques contrôlées, certifiées, vertueuses pour les pollinisateurs. Pour les agriculteurs et globalement pour la société, on a une approche collective, territoriale. On cherche à reconnecter en premier lieu agriculteurs et apiculteurs. Les constats qu'on a aujourd'hui sur l'impact négatif des pratiques agricoles vis-à-vis des abeilles domestiques et des abeilles sauvages viennent aussi du fait que apiculteurs et agriculteurs ont perdu, et c'est surtout vrai dans certains territoires, l'habitude de se parler et d'échanger et d'être à l'écoute des professions. Et ce n'est pas la même chose quand on est agriculteur dans son coin et qu'on n'a aucune connaissance des abeilles, ou si on connaît très bien l'apiculteur d'à côté, voire l'apiculteur qui installe des ruches sur l'exploitation, et qu'on a l'habitude d'échanger avec lui pour être vigilant aussi sur l'impact négatif des pratiques. Et pourquoi avoir créé un label plutôt que juste une association et puis faire du travail avec les agriculteurs? C'est l'idée de se dire, et ça c'est très vite venu aussi de la bouche des producteurs, des agriculteurs, de se dire, nous on est très intéressés, nous agriculteurs, par adopter des pratiques vertueuses. Ça n'empêche que si les pesticides sont très utilisés, c'est parce que c'est des produits qui sont très efficaces et très peu chers. Donc ça nous coûte plus cher forcément de bien produire. Ça maintenant, on le sait tous, et c'est vrai sur tous les secteurs d'activité. Si on veut bien faire les choses et de manière respectueuse du temps, de la nature, des hommes, de la santé, et forcément, ça coûte plus cher et ça prend plus de temps. Donc, ces agriculteurs-là aussi ont voulu avoir un label de manière à pouvoir communiquer jusqu'aux consommateurs, expliquer ce qu'il y avait derrière, afficher aussi leur fierté de participer à cette démarche-là et à cet objectif de protection des pollinisateurs, et puis à essayer, quand c'est possible, de vendre plus cher grâce à cette valorisation. Je veux bien la diapo d'après. Donc ça, globalement, c'est pour vous résumer, si on travaille sur l'agriculture, je ne vais pas m'étendre là-dessus parce que je pense que c'est assez clair, surtout avec ce qui a été dit avant.
L'idée, c'est vraiment de sortir d'un modèle productiviste, d'autant plus que ce modèle productiviste, en fait, s'appuie sur la chimie, s'appuie sur les produits phyto, les pesticides et les engrais. Et puisque c'est bien ça les problèmes aujourd'hui, il faut changer complètement le système agricole. On ne pourra plus avoir ces parcelles immenses si on veut avoir de l'agroécologie. Et donc, l'idée, c'est vraiment de retravailler sur des paysages. Quand on travaille sur l'abeille, on ne peut pas faire autrement que les paysages. Hein. L'abeille se déplace. Et donc, c'est en plus de ça bénéfique pour l'ensemble de l'écosystème parce que ça améliore la qualité de l'air, des sols, de l'eau. Diapo suivante. Donc concrètement, qu'est-ce qu'on fait avec les agriculteurs, nous, à Befriendly? Donc c'est ce que je vous disais, c'est le pendant ou l'effet miroir en fait, des trois principales causes de mortalité et de mauvaise santé des populations d'abeilles. Et ben, on va travailler là-dessus et l'idée, c'est qu'on construit un cahier des charges autour de ces trois thématiques-là, pesticides, biodiversité et dialogue, connaissance sur les abeilles, sauvages et domestiques. Et on va y mettre un certain nombre d'exigences, d'obligations, de paliers à atteindre pour les agriculteurs qui veulent prétendre au label, avec des niveaux de progression où chaque année, tous les agriculteurs Befriendly doivent augmenter leur note obtenue, leurs exigences. Et donc, on va travailler avec eux chaque année avec des feuilles de route individualisées en fonction de là où ils se situent pour se dire, bah, voilà, ensemble, sur la partie phyto qui est un prérequis de base, bah, c'est bon, vous avez arrêté complètement les pesticides les plus toxiques qui sont complètement interdits d'utilisation dans le cadre du label Befriendly, tout ce dont Jean-Marc a parlé par exemple, et les combats de l'UNAF pour l'interdiction et qui reviennent restent évidemment interdits chez nous à Befriendly. Mais voilà, sur la partie pesticides, le gros du travail est fait, mais on continue à alimenter la réflexion. Mais travaillons ensemble là sur la biodiversité parce qu'on voit dans votre exploitation agricole que clairement sur les ressources alimentaires, il y a des disettes, il y a des périodes dans l'année où il manque de la ressource. Et c'est bien ça qu'il va falloir combler pour pouvoir s'assurer que les populations d'abeilles soient en bonne santé, en diversité, en quantité suffisante partout dans les écosystèmes agricoles. Voilà, le dialogue apiculteur-agriculteur est forcément un axe de travail aussi très fort pour nous. On y intègre désormais aussi le dialogue avec les associations locales de protection de l'environnement. On cherche à faire des ponts, évidemment, sur les territoires. Et ça vient forcément, là, on comprend aussi la genèse de Befriendly, le fait d'avoir été créé l'association par des apiculteurs et des ONG de protection de l'environnement. L'idée, c'était bien sûr de recréer du lien sur ces trois types d'acteurs, agriculteurs, apiculteurs et environnementalistes. Et c'est ce qu'on réussit à faire, en tout cas, avec les agriculteurs avec lesquels on travaille. Je veux bien la diapo d'après, s'il vous plaît. Donc, plus concrètement, avec les agriculteurs, bon, je ne sais pas, c'est difficile de savoir exactement quels sont les sujets ou le niveau de connaissance que vous pouvez avoir côté participants. Mais en gros, donc nous, on travaille avec tous les agriculteurs qui sont intéressés et qui veulent s'améliorer ou déjà même diagnostiquer leurs pratiques vis-à-vis des abeilles, parce qu'il faut bien avoir en tête qu'en fait, concrètement, aujourd'hui, les agriculteurs, à la fois, ils entendent les messages de la société civile à vouloir de l'agroécologie, moins de pesticides, du bio, et en même temps, ils sont tous dans un système aussi technico-économique où on les encourage à utiliser des produits phyto pour sécuriser leur production, on les encourage à mettre de l'engrais pour maximiser leur rendement. Donc et concrètement, l'agroécologie, la nature, les pollinisateurs, c'est absolument pas des choses dont on leur parle dans leur quotidien, et le niveau d'information là-dessus, il est vraiment infime, et c'est d'ailleurs assez dramatique. Donc, nous, notre travail, c'est déjà d'apporter cette information-là, qu'on cherche à être labellisé, à se certifier ou pas, mais il y a vraiment un besoin très important d'aller informer les acteurs de l'agriculture, agriculteurs et conseillers agricoles. Donc, c'est ce qu'on fait avec des coopératives agricoles, avec des groupements d'agriculteurs. GI2E, c'est groupement d'intérêt environnemental et économique. C'est des structures créées par le ministère de l'Agriculture qui réunit des agriculteurs qui, entre eux, veulent améliorer leurs pratiques sur une certaine thématique. Donc, nous, on intervient autour de ces structures-là. On intervient aussi avec des collectivités, par exemple avec le conseil départemental de Haute-Garonne, pour aller former tous les conseillers du département qui interagissent avec les agriculteurs pour porter ces messages aussi de protection des pollinisateurs sur le pourquoi et surtout sur le comment. Donc, on essaye d'organiser énormément de
de journée terrain, hein, parce que quelque part, c'est là où les choses se jouent. Et puis, évidemment, pour les agriculteurs qui souhaitent rentrer dans la démarche de certification, qui est forcément une démarche aussi un peu plus lourde pour eux, mais aussi plus encourageante ou plus motrice, parce qu'il y a on rentre dans un jeu aussi de mesure de résultats, de mesure de progression, et puis d'envie d'atteindre toujours les paliers supérieurs. Donc là, on fait de l'accompagnement individuel avec l'ensemble des agriculteurs. On leur fait des feuilles de route, on analyse leurs pratiques sur les 3 volets dont je vous ai déjà parlé. Diapo suivante. Alors forcément, sur ce que je vous disais sur les pesticides et avec tout ce que vous avez entendu auparavant, donc il faut bien comprendre que dans tous ces acteurs-là qui ont tous leur utilité sur ce combat qui est loin d'être gagné sur la fin des pesticides, entre les combats juridiques des apiculteurs et puis sur en gros, sensibiliser la société civile, le combat des scientifiques comme Jean-Marc et la Task Force pour générer aussi de la donnée scientifique. Nous, Bifrani, qui travaillons avec les agriculteurs, l'idée, c'est aussi de faire du partage et du transfert en fait, de toutes ces connaissances-là, et notamment sur les pesticides, parce qu'aujourd'hui, les agriculteurs ne peuvent pas, même s'ils le souhaitent et qu'ils sont pleins de bonne volonté, ne peuvent pas trouver l'information de la toxicité réelle de leurs produits vis-à-vis des abeilles. Alors les plus documentés, les néonicotinoïdes, grâce à ces 20 ans de combat, on commence à savoir que c'est des produits qui sont toxiques, encore même que puisqu'ils sont revenus sur la betterave, certains agriculteurs disent ou ont entendu dire, vous voyez, s'ils reviennent, c'est qu'ils n'étaient pas si toxiques que ça. Donc, l'idée, avec des scientifiques, dont Jean-Marc sur la partie CNRS, mais aussi l'INRAE, qui est l'Institut national de la recherche agronomique et de l'environnement, et l'ITSAP, qui est l'Institut technique de l'abeille, on travaille sur un projet de recherche appliquée qui devrait aboutir, si tout se passe bien, en fin d'année 2022. Et l'objectif, c'est de donner enfin l'information factuelle, réelle, concrète à tous les agriculteurs à chaque fois qu'ils vont devoir utiliser une molécule ou qu'ils ont prévu d'utiliser un pesticide, pour aller chercher l'info de comment cette molécule interagit avec les abeilles. Et donc, comment je peux adapter au mieux mes pratiques si je suis obligée de l'utiliser, et surtout, comment trouver des alternatives et comment éviter ces traitements-là. Et là, ça, nous, Bifrani, en tout cas dans notre travail, c'est quelque chose d'hyper important pour nous. Vraiment, moi, je suis convaincue qu'une grande part des problèmes est aussi liée au manque de connaissances. Et vraiment, il faut apporter ces informations-là. Il faut remettre suffisamment d'informations entre les mains des agriculteurs pour qu'ils puissent aussi prendre leurs décisions en toute connaissance de cause. Parce qu'aujourd'hui, on va dire 90% des agriculteurs utilisent des pesticides qui sont toxiques pour les abeilles. Et pourtant, si vous faites un sondage, je suis sûre que 0% des agriculteurs veulent avoir des effets négatifs sur les abeilles. Donc, il y a aussi ce manque de connaissances qui va permettre forcément de sortir des pesticides. Enfin, moi, je suis vraiment convaincue de ça. C'est en se rendant compte aussi de l'effet délétère de ces produits, molécule par molécule, que ça saute aux yeux et qu'on a plus envie aussi d'utiliser ces produits-là. Quand ce n'est pas pour sa propre santé, pour un agriculteur, ça peut passer par cette voie-là. Et ça, c'est nous, Bifrani, qui sommes obligés de le faire parce que ça n'existe nulle part ailleurs. Moins les agriculteurs ont d'informations, comme moins les citoyens ont d'informations sur le réel effet des pesticides sur la santé de l'environnement ou de la santé humaine. Et mieux le système se porte, en tout cas l'industrie et les marchés des pesticides. Voilà, donc c'est un exemple parmi d'autres des choses qu'on peut faire pour essayer de limiter l'usage des phytos par les agriculteurs. Je veux bien la diapo d'après, je pense que j'arrive au bout de ce que j'avais envie de vous dire. Ah oui, cette diapo-là, du coup, pour vous réexpliquer aussi, parce que là, c'est très synthétique, très rapide, mais pour que vous compreniez aussi l'écosystème Bifrani. Donc, qui on est, je vous l'ai un peu dit. Donc, il y a une association derrière, une association qui d'ailleurs fête ses 10 ans cette année. Donc, avec ces 2 collèges de membres, les apiculteurs et les ONG de protection de l'environnement. Tout à droite, du coup, il y a le label qui est à destination des agriculteurs, où on est une équipe d'ingénieurs agronomes qui accompagnons au quotidien dans toute la France sur plusieurs filières agricoles les agriculteurs volontaires pour améliorer leurs pratiques. Et entre les deux, forcément, puisque si on veut améliorer les choses, il faut aller chercher de la compétence, de l'expertise là où elle se trouve. Donc, on a fédéré tout un réseau, une communauté d'experts sur les thématiques qui nous concernent. Ça va de l'entomologie à la botanique, en passant forcément par la reconnaissance et l'identification des abeilles sauvages.
Voilà, on a une multitude comme ça de compétences et de gens très, très experts sur leur sujet et qui acceptent volontiers de partager aussi leurs connaissances avec Befriendly, que ce soit sur la partie asso ou label, parce qu'on est tous, comment dire, on est tous animés par cette volonté d'améliorer la situation des abeilles et des pollinisateurs, en tout cas en agriculture pour ce qui nous concerne. Et je pense qu'à la fin, je vous ai juste mis quelques diapos pour que vous voyez là où le lien avec les produits labellisés. Donc, c'est ça l'avantage d'un label aussi, en plus de valoriser économiquement la production des agriculteurs et leur engagement. L'idée, c'est d'aller jusqu'au consommateur. Nous, on nous pose souvent la question, d'accord, moi, je m'intéresse aux abeilles, je ne suis pas agriculteur, qu'est-ce que je peux faire? On m'a dit de planter des fleurs sur mon balcon. Puisqu'on l'a vu, l'impact négatif principal sur les pollinisateurs, c'est l'agriculture. C'est bien par l'agriculture et donc par l'acte de consommation qu'on peut réellement changer les choses et encourager un système agricole plus vertueux. Donc, c'est bien ça qui fait partie des solutions. C'est du Befriendly. S'il n'y a pas de Befriendly, ça peut être évidemment du bio. Mais il faut bien avoir conscience en tant que citoyen que l'acte de consommation est certainement l'acte qui a le plus d'influence sur l'état de santé des abeilles et des pollinisateurs sauvages. Et toute dernière diapo, je pense. Je veux bien. Donc, le Befriendly, aujourd'hui, on est aussi, je vous ai dit, l'asso, elle a 10 ans. Le label, il a été créé officiellement, lancé en 2014 par le ministère de l'Agriculture, le ministre même, pardon, de l'Agriculture. On fait partie aujourd'hui du plan national, donc ça, c'est la grande réglementation, le grand cadre politique, ministère environnement et agriculture. Donc, c'est très bien. C'est clair que ce n'est pas suffisant, mais c'est déjà des premières reconnaissances qui sont très utiles à notre développement. Diapo suivante. Et voilà, donc là, juste pour vous donner une idée de là où on en est aussi, avec qui on travaille, comment on travaille. Donc nous, on est surtout aujourd'hui en France, même si l'association, elle est européenne, à travailler avec des viticulteurs, des vignerons, des viticulteurs, beaucoup dans le Bordelais où il y a du travail, donc des arboriculteurs, des producteurs de grandes cultures, quelques-uns en Bretagne aussi, et puis des industriels, hyper importants, la distribution alimentaire, les industriels, ils ont un pouvoir, une responsabilité forte sur les pratiques agricoles, et nous, en tout cas, notre conviction, c'est de sensibiliser ces acteurs-là aussi, permettra d'accélérer aussi et d'amplifier le changement de pratique qui est nécessaire en agriculture. Voilà, je pense que je vous ai tout dit. Merci beaucoup à vous trois. Nous voilà plus riches d'informations pour faire face éventuellement aux questions qu'on pourrait nous poser le 20 mai, qui est la Journée internationale des abeilles. J'ai quelques questions qui sont arrivées. J'espère qu'on aura le temps de les traiter. Alors, elle s'adresse à l'un ou à l'autre ou à tous, hein, vous verrez. Donc, la première question, c'était dans l'hypothèse où l'industrie agricole arrêterait l'année N toute utilisation de ces produits chimiques, le retour à la normale pour la vie des abeilles serait espéré au bout de combien d'années? Alors, je peux peut-être répondre à cette question parce que c'est en fait lié à la durée de vie des pesticides, notamment dans le sol. Sur les néonicotinoïdes, ça dépend des caractéristiques de chaque molécule, par exemple. Donc, vous avez celles qui ont des durées de demi-vie, le temps au bout duquel il n'en reste que la moitié, qui est de l'ordre d'1 an à peu près. Et puis, il y en a d'autres, ça va être 30 ans. Vous avez le chlordécone, on est plutôt dans l'ordre de grandeur de 500 ans. Vous savez, l'insecticide qui était utilisé aux Antilles et qui pose problème maintenant, un problème de santé publique là-bas, en Guadeloupe et aux Antilles. Donc, en fait, chaque molécule a ses caractéristiques. Mais d'une manière générale, je trouve que la transition entre une agriculture conventionnelle et une agriculture dite bio au bout de 6 ans permet de se débarrasser des contaminations les plus importantes. Donc, cette période de 6 ans, elle est requise, à peu près en moyenne sur l'ensemble des pesticides. Alors après, ça ne veut pas dire que la solution est trouvée pour les pollinisateurs, parce que le problème, c'est que souvent, on supprime un pesticide pour être immédiatement remplacé par un autre et souvent de la même catégorie. Donc, à la question combien de temps il faut pour rétablir la biodiversité, notamment les abeilles, la santé des abeilles et tout ça, eh bien, je dirais que ce n'est pas tellement une question de temps.
c'est des questions de changement de pratique agricole. C'est-à-dire que si on ne va pas vers des pesticides de moins grande toxicité, si on n'arrête pas les traitements préventifs, parce que l'immense majorité des pesticides sont utilisés en traitement préventif, c'est-à-dire avant que l'attaque soit faite par des ravageurs ou les mauvaises herbes, on traite. Donc, si on ne fait pas ces changements-là, on va pouvoir attendre très très longtemps. Donc, ces changements, ce ne sont pas des changements qui sont liés tellement à la caractéristique des molécules. Bien sûr, il faut interdire des molécules qui ont des caractéristiques de durée de vie extrêmement longues. Sinon, on ne pourra jamais s'en débarrasser, il va y avoir accumulation. À chaque fois qu'on en remettra une couche, ça sera une accumulation. Mais avant tout, il faut repenser le modèle agricole et ne traiter. Moi, je ne suis pas opposé aux pesticides, mais c'est comme les antibiotiques. On ne les prend que quand on en a besoin. Ce n'est pas des molécules anodines. Et donc, c'est dans les cas d'extrême nécessité, quand on a essayé les autres alternatives, et si ça ne marche pas, on peut utiliser les pesticides, mais certainement pas en première instance, comme c'est fait actuellement. Voilà. Donc, pour que les abeilles aillent mieux et les pollinisateurs en général, eh bien, il faudrait ces changements-là et puis 5, 6, 10 ans. Voilà, c'est ma réponse. Ok, merci beaucoup Jean-Marc. Alors, deuxième question, l'abeille serait-elle mieux protégée en ville, zone artificielle, qu'à la campagne? D'où la question, le miel de ville serait-il plus propre que le miel des champs? Non, c'est-à-dire qu'en fait, nous, on a lancé le programme Abeilles Sentinelles pour sensibiliser le grand public à la question des abeilles. Il est bien évident que l'avenir de l'apiculture n'est pas en ville. L'avenir de l'apiculture, il est partout dans toutes nos campagnes parce qu'on a besoin des abeilles et des pollinisateurs sauvages partout sur nos territoires. Par contre, c'est en ville qu'il y a quand même le plus grand nombre de populations. C'est donc dans la ville qu'on a fait en sorte de sensibiliser le grand public. C'était un signal d'alarme. C'est vrai qu'en ville, notamment à Paris, les abeilles se portent bien parce qu'il y a un enchaînement de floraison. D'autre part, il n'y a pas de pesticides directement implantés, même s'il peut en rester dans l'atmosphère. On en retrouve au pôle Nord, donc on peut en retrouver en Paris. Il y en a beaucoup moins. Et les récoltes de miel dans Paris étaient quand même, jusqu'à présent en tout cas, très importantes par rapport à la moyenne. Moi, la première ruche que j'ai installée à côté de la Bastille, dans le cadre du programme Abeilles Sentinelles, on a produit 100 kg de miel avec une seule ruche, ce qu'on ne voit quasiment plus dans nos territoires d'apiculture. Voilà. Mais le miel de ville n'est pas meilleur. Simplement, c'était un signal d'alarme, c'est une action de sensibilisation qu'on a menée qui a très bien fonctionné et il faut continuer à sensibiliser les enfants, le grand public, les élus à la sauvegarde des abeilles et des pollinisateurs parce qu'en fait, derrière, c'est notre avenir commun à tous qui est posé parce que l'abeille pose des questions essentielles. C'est quelle agriculture, on vient de le voir, quel environnement, quelle alimentation, quel lien pour la santé humaine et quel lien avec la nature. Parce que jusqu'à présent, on a eu une position dominante par rapport à la nature. On en fait partie. Il faut peut-être revoir notre relation avec la nature pour arriver à préserver nos chances de survie sur cette planète. Voilà, tout simplement. Merci Henri. Alors, j'avais une question. Avec la disparition des abeilles, que pensez-vous de la pollinisation artificielle avec le dépôt de pollen au cœur des fleurs par des drones, par exemple? Bon, si je peux répondre là aussi, je suis désolé parce que c'est pas récent. Hein. Il y a plusieurs années déjà que des startups sont en train d'essayer de mettre en place des petits robots volants, hein, des micro-drones pour essayer de polliniser. Ben, c'est un peu comme si on cassait le thermomètre. Parce qu'en fait, la réalité, c'est qu'on ne va pas polliniser les plantes sauvages. Il faut savoir qu'il y a des variétés de plantes sauvages qui sont pollinisées que par un seul insecte pollinisateur. Oui, oui. Si l'insecte disparaît, la plante disparaît. Si la plante disparaît, l'insecte disparaît. On va polliniser quoi? On va polliniser, on va continuer à faire de la pollution industrielle comme les amandes en Californie. On va polliniser avec des drones. C'est aberrant. C'est à l'inverse de ce qu'il faut faire. C'est casser le thermomètre. Ce n'est pas l'avenir du tout. Très bien. Et une autre... Juste, pardon, Oui, pour compléter à ce oui. sujet-là, parce qu'on voit, nous, de plus en plus d'arboriculteurs, donc des producteurs de fruits qui ont besoin de la pollinisation pour leur production. De plus en plus d'entre eux commencent à, en plus de mettre des ruches domestiques, à se renseigner sur des élevages d'abeilles sauvages, ce qu'on appelle des osmies, par exemple, qu'ils peuvent mettre pour compléter du coup la pollinisation.
Donc, on n'est pas sur du drone, qui est, je pense, quelque chose effectivement d'économiquement, enfin, qui ne peut pas tenir la route. À mon avis, on est plus sur de l'effet d'annonce et puis d'alerte plutôt que d'essayer de vraiment développer une solution de pollinisation à base de drone. Mais sur ces osmies, enfin, ce qu'il faut bien comprendre aussi, c'est que quelque part, ça reste des services qui sont payants pour l'agriculteur, alors qu'on connaît tous la situation aussi économique très compliquée des agriculteurs sur tout le territoire français et ailleurs. Et l'idée, elle est quand même bien de rendre, d'utiliser les services gratuits de la nature, rendre les agriculteurs aussi plus résilients et puis moins dépendants de tous ces intrants qui sont coûteux et qui aussi font qu'ils ne sont plus autonomes sur leur exploitation, quoi. Donc ça, c'est des choses qui sont importantes à avoir en tête quand même. Plus on favorisera les pollinisateurs sauvages en complément des abeilles domestiques, et meilleure sera la qualité de pollinisation et meilleure sera la production des agriculteurs et leur viabilité économique aussi, quoi. Je rejoins tout à fait ce que vient de dire Amélie, mais il ne faut pas oublier que la pollinisation, c'est comme l'eau, c'est comme l'air. Jusqu'à la Seconde Guerre mondiale, personne ne s'interrogeait sur la pollinisation. La pollinisation, elle était naturelle parce qu'il y avait des cultures très variées, il y avait des pollinisateurs sauvages extrêmement variés, et c'est l'évolution de l'agriculture qui a nécessité le travail de pollinisation. Il a fallu attendre les années 50 pour que l'INRA reconnaissent la pollinisation par les abeilles. Jusque dans les années 50, ce n'était pas reconnu. Donc, c'est relativement récent, mais c'est l'évolution de l'agriculture qui a induit ce travail de pollinisation. Vous imaginez, par exemple, les amandes de Californie, c'est 350 000 hectares d'amandes, c'est 80 ou 90% des amandes dans le monde. Donc, vous comprenez bien qu'il faut apporter des ruches, apporter des osmies, tu as tout à fait raison, ou d'autres pollinisateurs, parce qu'en plus, on s'est rendu compte, les scientifiques l'ont démontré, c'est que la meilleure pollinisation, c'est quand il y a une synergie pollinisateurs sauvages et abeilles domestiques. Les abeilles et les pollinisateurs ne sont pas opposés, et il faut qu'il y ait cette synergie. Voilà. J'ai une dernière petite question qui est arrivée. Pensez-vous possible que l'on puisse modifier génétiquement les abeilles pour les rendre résistantes? Mais bon, du coup, ça doit peut-être présenter d'autres risques, hein, puisqu'on fabriquerait là des OGM. Voilà. Est-ce que vous avez... alors là, je peux peut-être répondre. Hein. Moi, ce qui me gêne, c'est qu'on veut résoudre un problème sans aller à la cause du problème, mais par un développement technologique ou biotechnologique. Alors, si on s'est posé cette question et nous, les scientifiques, on a réagi. Si vous essayez de favoriser la résistance des abeilles domestiques aux pesticides, ben c'est sûr que vous avez peut-être une chance de résoudre le problème de dépopulation d'abeilles domestiques. Oui. Mais vous l'aurez compris à travers le propos qui a été le nôtre, on a beaucoup parlé d'abeilles domestiques, mais qui ne sont que finalement la partie visible de tous ces pollinisateurs sauvages et que certains nichent dans le sol, d'autres, tous ne vivent pas en société d'ailleurs, hein. La plupart ne vivent pas en société comme dans les ruches des apiculteurs. Donc en fait, quand on regarde le problème dans sa globalité, on se rend compte que isoler l'abeille domestique et ne regarder qu'elle, c'est effacer 95% de la thématique. Donc, en protégeant les abeilles domestiques, on essaie de trouver des solutions qui protègent aussi les abeilles sauvages, donc la biodiversité florale, celle des forêts. Hein. On parle beaucoup des fleurs des campagnes, mais il y a toutes les fleurs, les autres fleurs. Hein. Et donc, comme tous ces systèmes écologiques sont interdépendants, eh bien, en protégeant les pollinisateurs en général, on protège beaucoup de choses. Donc, faire des abeilles génétiquement modifiées qui résisteraient aux pesticides, c'est prendre deux risques. Ne regarder qu'une espèce et abandonner la sauvegarde des autres, ce qui nous mènerait à notre perte à très court terme. Quand je dis notre perte, c'est l'humanité, hein, parce que c'est ce qu'on mange. D'une part, et la deuxième chose, c'est qu'en favorisant une espèce génétiquement modifiée, forcément, on défavorise les autres. Donc, il y aurait une double peine. Il y aurait vraiment une double peine. Et donc, c'est une solution que je ne préconise pas et même qu'à la limite, je combattrai pour les raisons que je vous ai expliquées. Et je pense qu'il faut raison garder et revenir à la source du problème. Si c'est un problème de pesticides, eh bien, on essaye de résoudre le problème de pesticides. On ne fabrique pas des organismes qui deviennent résistants aux pesticides. Parce qu'il y a bien un organisme qui ne sera pas fabriqué comme étant résistant aux pesticides. Au final, hein, tout à fait à la fin, c'est nous. Hein. Donc, ou alors il faudra faire une espèce humaine modifiée.
qui résistera d'ailleurs non seulement aux pesticides, mais à beaucoup de choses. Voilà, ce n'est pas la solution. La solution, c'est de revenir au problème de départ et essayer de le gérer le mieux possible. Très bien. Je n'ai pas vu d'autres questions arriver pour le moment. Donc, voilà, on a débordé un tout petit peu. En tout cas, je vous remercie infiniment pour vos interventions. C'était fort intéressant. Nous voilà plus riches en informations et surtout transmettre effectivement toutes ces informations aux jeunes. Et les jeunes sont très avides, sont très orientés écologie, agriculture. Dans la commission environnement, justement, là, on a lancé un concours Trophée Jeunesse Environnement et je peux vous dire qu'on voit des dossiers, enfin les jeunes s'impliquent vraiment dans tout ce qui est développement durable, écologie et donc voilà, je crois que heureusement qu'ils sont là pour nous pousser. Exactement. Super. Merci beaucoup. Bonne soirée. Merci Bonsoir à vous. à tous. Merci à vous de vous être connectés Avec plaisir. afin de suivre cette belle conférence. Patrick, tu veux intervenir? Non, je voulais sincèrement vous remercier tous les trois d'avoir organisé cette visioconférence avec Françoise. Comme vous le savez, le Rotary est très sensible et est aux côtés des préoccupations des jeunes. La protection de l'environnement, c'est vraiment pour eux quelque chose qui leur tient beaucoup à cœur. C'est d'ailleurs pour cette raison que le Rotary International a créé ce 7e axe stratégique dédié à la protection de l'environnement. Et je crois que toutes les informations telles que celles que vous nous avez transmises ce soir, qui vise à informer sur les dangers que court notre planète, notamment en ce qui concerne évidemment ce grand défi qu'est le maintien de la biodiversité, eh bien cela doit se développer et particulièrement vers nos jeunes. Voilà. Donc je vous remercie très très sincèrement de votre contribution de ce soir. Merci beaucoup. Merci à vous. Bonne Merci soirée. à vous de votre Bonne accueil. soirée. Au revoir et merci. Bonne soirée tout le monde. Au revoir. Merci de votre accueil et passez des messages, on compte sur vous. Oui, Également, Merci. ne vous inquiétez pas. Vous avez Juste ce une rôle de question. relais. Bonne journée Est-ce de la que vous veille. nous autorisez à mettre sur notre site du district 1650 votre intervention en ligne? Oui, oui, pas de problème pour Pas moi. de problème non plus, oui. Donc, Tout à fait, ça avec aura plaisir. de l'écho, notamment, vous savez, Rotariens, ce sont les adultes, mais on a également tous nos jeunes, nos Ateraxiens de 12 à 18 ans, et puis nos Rotaraxiens de 18 à 30 ans à peu près. Et donc, toute cette population-là sera très, très contente de pouvoir visualiser vos différentes interventions. Je vous en remercie. Et nos meilleures salutations à la Bretagne et à la Mayenne. Merci. Merci Au à vous. revoir. Hein. Au revoir, merci. Au revoir.